Bonjour à tous. Alors pour les présentations, voilà, je suis Jean-Sébastien Dupuis, je travaille chez Microsoft dans une merveilleuse division qui s'appelle DX pour développeur expérience. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Jean-Philippe Ancos de Viséo. Je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Ancos, je travaille chez Viséo sur une business unit qui est plutôt sur l'innovation de manière transverse, à faire le grand écart entre réalité virtuelle, blockchain, agent conversationnel. Et dans le passé, c'est ce dont je vais vous parler, j'ai créé un petit framework de maison connectée, donc un assistant virtuel qui parle et qui élève de la maison. Je te laisse la parole. Alors, on va faire une première partie qui va être un petit peu axée quand même sur les technologies Microsoft, à la fois ce qu'on appelle les agents conversationnels, donc les bots, et également tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle un peu clé en main, ce qu'on nomme les cognitive services. Puis après, je passerai la main à Jean-Philippe pour voilà, un vernis un petit peu plus cross-société, on va dire, cross-entreprise. Alors, vous l'aurez probablement utilisé, que ce soit Cortana, Google Now, Siri. Voilà, les agents conversationnels commencent à prendre du terrain dans nos vies. On a effectivement, avec ce genre d'assistant, déjà une première notion d'interprétation du langage, que ce soit soit à la voix, soit en mode texte. On parle d'agents conversationnels assez de haut niveau. On verra que ce n'est pas forcément la démarche pour l'ensemble des scénarios, mais on parle déjà d'agents conversationnels. Ces agents rentrent également dans nos foyers. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser soit du Amazon Echo, soit du Google Home, on a la possibilité d'interagir avec de l'IoT par la voix pour actionner de la domotique dans vos intérieurs. Donc potentiellement allumer des lumières, changer de chauffage, allumer de la musique. Tout ça, on va pouvoir également le faire avec des agents conversationnels. Et ce qui va nous intéresser de plus en plus, côté Microsoft, c'est la possibilité d'interagir avec des messageries instantanées, que ce soit Facebook, Messenger ou Skype, et de manière générale et générique, l'ensemble des réseaux de communication. À partir du moment où vous avez deux personnes humaines qui sont capables d'interagir l'une avec l'autre, eh bien, vous avez la possibilité de placer un bot, un agent conversationnel, dans la boucle pour interagir à sa place. Vu qu'on est capable de faire de l'interprétation aujourd'hui du langage, eh bien, on va pouvoir s'y intéresser. Alors, je précise ça tout simplement car aujourd'hui, il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent être un petit peu plus basiques, qui reposent par exemple sur des SMS et qui sont très pratiques. On a des partenaires, par exemple, qui se lancent dans l'envoi d'identifiants, par exemple, de références produits dans des magasins, juste par SMS. L'agent conversationnel va simplement répondre à l'interlocuteur en lui précisant exactement où son produit se dispose dans les allées et dans les rayons du magasin. Voilà, on va avoir quelque chose qui n'est pas forcément très évolué en termes de conversation, mais on parlera également d'agents conversationnels. Alors, pour clarifier un peu la situation, les bots ne sont pas forcément toujours très complexes. Donc, on a parlé de cet exemple avec des références produits. On peut très bien avoir la possibilité de régler une alarme, de vérifier des niveaux de stock, des choses comme ça. Et pour le coup, on aura une interface et un discours assez bref. C'est pas tout le temps en mode texte. Aujourd'hui, si vous utilisez Facebook, Messenger ou Skype, vous allez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de templates qui commencent à être proposés, que ce soit pour rajouter des boutons, rajouter des boarding pass, être capable d'interagir avec des carousels, comme ici sur une application un peu en mode TripAdvisor, où vous allez déterminer vos prochaines vacances. Vous allez avoir un carrousel avec des photos qui vont apparaître, une description, et puis un certain nombre de boutons pour faire vos choix. Et ça, directement depuis Facebook Messenger. On va pouvoir également interagir avec des images, de la voix. Alors des images, ça va dans les deux sens. Non seulement vous allez pouvoir réceptionner des images, mais il ne faut pas oublier, vous pouvez en transmettre. Et pour un certain nombre de scénarios, ça va être assez pratique puisqu'on va pouvoir faire de l'analyse également sur ces images avec Cognitive Services. J'ai loupé la photo. Je reviens. C'est pas toujours en langage naturel. On a depuis une vingtaine d'années la possibilité de faire ce qu'on appelle des command bots. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas énormément d'évolution là-dessus. Donc c'est simplement pouvoir interagir avec un certain nombre de mots-clés dans la conversation. Mais aujourd'hui, toute la
la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est d'offrir bien entendu des expériences qui vont être immensément plus riches. Et c'est là où va arriver finalement la partie NLP, traitement de la voix ou traitement du texte, pour faire de l'interprétation du langage. Alors pour résumer, les bots, ça va être des applications généralement dans une nouvelle interface. Donc on va avoir, je le redis, Facebook Messenger, Skype, Slack et plein d'autres. Un accès qui va être généralement plus rapide à l'information, puisque vous n'avez pas besoin d'installer d'application. La démarche, ça va être simplement de rajouter un contact dans le moteur de communication que vous utilisez d'habitude. Et ça, ce point-là est un point clé, c'est multiplateforme nativement. On n'a pas besoin de redévelopper 3 applications pour être disponibles à la fois sur Android, iOS et Windows. À partir du moment où vous avez développé finalement votre agent pour Skype, il sera disponible naturellement sur les 3 plateformes. En revanche, la démarche va être plutôt d'avoir un agent conversationnel qui va être cross-channel. Donc, à partir du moment où vous l'avez développé sur Skype, est-ce qu'il va être disponible sur Facebook Messenger et les autres plateformes? Il y a moins de friction pour le déploiement, on n'a pas besoin de passer par une politique de Windows Store, de store d'entreprise ou de store de Microsoft, Google ou Apple. C'est un web service, donc en termes de déploiement, ça va se faire quand même de manière plus simple. Et puis, le point clé, on va avoir des interactions conversationnelles et en langage naturel. Alors pourquoi tout le monde parle de bots maintenant, puisque finalement le principe existe depuis quand même quelques années? Eh bien, il y a eu 2 émergences qui sont arrivées. La première, c'est la démocratisation de tout ce qui est messagerie instantanée. Aujourd'hui, dans les usages, l'utilisation des messageries instantanées sur téléphone mobile ont dépassé celle des réseaux sociaux. Donc massivement, les utilisateurs, quand ils sont sur leur téléphone mobile, ils vont utiliser des messageries instantanées. Et donc, à partir du moment où vous avez 1 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook Messenger, plus d'1 milliard sur WhatsApp et 300 millions sur Skype, ça crée finalement une audience. Du coup, les sociétés, les marques s'y intéressent. Du coup, les développeurs s'y intéressent et on veut être présent tout simplement auprès des utilisateurs sur ces plateformes. La deuxième émergence, c'est celle qui est arrivée depuis quelques années maintenant et quelques mois. C'est une démarche d'acteurs comme Google, comme Facebook, comme IBM, de démocratiser toute la partie intelligence artificielle avec des services clés en main. Et voilà, Microsoft n'est pas en reste avec l'arrivée des Cognitive Services qui vous permettent, on va dire, de traiter du langage naturel et bien d'autres choses. Alors un petit exemple, je ne sais pas si ça va être très visible, mais c'est pas grave, je vais essayer de l'expliciter. Donc là on est dans Skype, un discours un petit peu américain entre 2 personnes juste avant une réunion. Donc bon, juste avant la réunion, je vais prendre un café, si ça t'intéresse. Ils vont proposer à Cortana un conseil sur les différents cafés qui sont autour du lieu où ils sont. Cortana va proposer différents cafés aux environs. L'utilisateur va sélectionner un des cafés et le bot en question, l'agent conversationnel, va rentrer dans la conversation. Et après, on va partir sur un scénario assez retail où le bot va conseiller aux 2 utilisateurs différents types de cafés. On va continuer la discussion, on va après aller jusqu'au process de livraison et de paiement, et tout ça directement dans un agent conversationnel, pardon, dans Skype. Donc ce qu'on voit, ce qui va être intéressant dans la philosophie, c'est que avec les réseaux de communication, on ne bascule pas finalement d'une application à l'autre, c'est directement les applications qui rentrent dans la conversation. L'utilisateur reste au même endroit et va pouvoir, à n'importe quel moment de la conversation, bien se faire aider par un ou plusieurs bots pour prendre un choix ou une décision. Alors, si ça vous intéresse de développer un bot, ça c'est juste l'approche Microsoft. Vous avez cette brique en bleu qui va être vraiment la partie de code que vous allez devoir développer. Donc, votre bot, c'est un web service. Ce web service, il va y avoir toute la logique qui va être associée à celui-ci. Donc, si vous avez derrière des bases de données, un workflow métier, c'est directement dans ce web service que vous allez implémenter toute la logique métier.
Ensuite, vous allez devoir héberger votre web service quelque part. On ne peut que vous conseiller Azure, mais vous pouvez l'héberger où vous souhaitez. Et après, il va falloir lui donner de l'intelligence. Et par exemple, pour interpréter du langage, pour vérifier les fautes d'orthographe et ainsi de suite. Et ça va être l'objet de Microsoft Cognitive Services pour rendre votre bot véritablement intelligent. La plus-value et l'offre de valeur de Microsoft, c'est d'avoir fait un bot builder qui est complètement agnostique au canal de communication, dans le sens où vous allez pouvoir simplement avec de la plomberie, donc juste avec finalement des formulaires à remplir, sans avoir besoin d'aucune ligne de code, et bien associer votre web service aux différentes plateformes de communication qui sont aujourd'hui disponibles. Donc vous allez passer vraiment quelques minutes à configurer Skype, Facebook Messenger, Slack, pour directement communiquer avec votre bot. À noter que certains moyens de communication vont avoir des templates un peu particuliers. Par exemple, Facebook aujourd'hui est capable de supporter des notions de paiement, de reçu. Eh bien, pas de problème. On est capable de détecter sur quel canal de communication on est à n'importe quel moment, et donc du coup d'adapter les réponses et potentiellement bénéficier de nouveautés qui auraient été incorporées par telle ou telle plateforme. Et par exemple, sur Facebook, également, la géolocalisation, on va pouvoir développer tout ça dans des scénarios autour des agents conversationnels. La notion du bot connector et du bot builder, aujourd'hui chez Microsoft, c'est ce qu'on appelle le bot framework. Et donc, c'est un framework open source qui existe en Node.js ou en C#. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Petite précision, depuis quelques semaines, on a également incorporé dans Azure une brique qui s'appelle Bot Service, et donc qui vous permet tout simplement de créer votre bot directement depuis le portail sans avoir besoin d'outils de développement. Je vous conseille quand même d'avoir des outils de développement à côté, mais si vous le souhaitez, vous pouvez complètement développer tout ça dans une interface web et avoir un émulateur pour tester votre bot à l'intérieur. Je regarde si je suis dans le timing, j'ai encore quelques minutes. La démarche autour des bots, ça va être bien entendu tout ce qui va être intelligence artificielle. Et on a développé aujourd'hui un set d'API qui s'appelle Microsoft Cognitive Services. Il y a aujourd'hui 23 ou 24 API qui sont disponibles et qui sont proposés en grandes catégories, en 5 grandes catégories. On va avoir tout ce qui va être reconnaissance d'images et reconnaissance de vidéos avec Vision, speech pour l'interprétation de l'audio avec la reconnaissance et la synthèse vocale. Pour les bots, le point clé, ça va être surtout l'aspect langage, avec, entre autres, Language Understanding, le petit nom c'est LUIS, qui va nous permettre de pouvoir interpréter du langage sous forme NLP. Et toutes les autres briques, ça va être potentiellement correction orthographique, traduction, text analytics pour être capable, par exemple, de détecter à la volée si on est en train de parler en espagnol, en français ou en anglais, et faire les ajustements associés. Voilà. Je vous invite vraiment à aller sur microsoft.com/cognitive. Vous avez toutes ces API qui sont à disposition et sur lesquelles vous avez des démos qui sont associées. Donc, voilà à quoi ressemble finalement le portail. Si on regarde par exemple quelques API comme l'interprétation des images, eh bien, vous allez pouvoir simplement envoyer votre image auprès de ce type de service. Le service en question va interpréter l'image, va vous rendre un fichier avec un résultat sous forme de fichier JSON, donc c'est juste un fichier texte structuré que les développeurs vont pouvoir utiliser. Et à l'intérieur, eh bien, il va y avoir un ensemble d'informations qu'on va pouvoir utiliser. Donc ici, on va avoir une description sous forme de texte de ce qui se passe dans l'image. On va avoir également un certain nombre de tags avec un niveau de confiance associé pour être capable bien d'avoir de la classification d'images. Donc ici, on voit qu'il y a de l'eau, qu'il y a une notion de sport, qu'il y a une notion aussi de natation. Vous le voyez, le visage est détecté. On est capable également d'interpréter le genre et l'âge de la personne dans ce genre de traitement d'image. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. Entre autres, tout ce qui va être modération de contenu, puisqu'au départ, ce type d'interprétation a été fait pour les moteurs de Bing. Et une des composantes, c'était de savoir si le contenu était pour adultes ou pas. Donc, vous allez pouvoir avoir cette notion également de modération pour travailler sur ces images. Alors,
Un des points clés dans les bots, c'est la partie interprétation du langage. Et donc, je vais juste passer les dernières minutes qui me restent pour vous donner un petit peu plus d'explications sur ce sujet. Alors, en termes d'interprétation du langage, si on partait sur un bot qui était un petit peu au sens TripAdvisor, on a un scope fonctionnel à l'intérieur de l'application. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de chercher tout et n'importe quoi. Ce qui va m'intéresser en tant que société ou en tant que développeur, c'est d'être capable, dans les différentes phrases qui vont être proposées par l'utilisateur auprès de mon bot, eh bien, de pouvoir identifier dans ces phrases quelle est l'intention de l'utilisateur. Donc, je vais avoir ici, par exemple, 4 intentions, c'est-à-dire la recherche d'hôtel, la recherche de restaurant, la recherche de musée ou la recherche de concert. Et je vais pouvoir disposer de services pour, potentiellement, quand je vais envoyer ma phrase du genre « voilà, je veux réserver un hôtel demain à Paris », eh bien, extraire depuis cette phrase une intention. Donc, l'intention, ça va être recherche des hôtels, mais également ce qu'on appelle des entités, c'est-à-dire des éléments clés dans ma phrase qui vont me servir, moi en tant que développeur, pour pouvoir faire une recherche beaucoup plus poussée. Et donc, je vais avoir un premier mot-clé qui va être l'entité datetime, donc savoir raccrocher le terme tomorrow au fait que c'est bien une date et que c'est bien demain. Et également l'entité location, qui est une entité géographique de type ville, pour être précis, pour remonter ça également auprès du bot. Alors, comment ça se passe d'un point de vue interface graphique? Eh bien, je vais aller pas du tout là. Voilà, je vais aller là. Je pense qu'il va avoir fait sauter... Non, l'authentification, mais pas du tout, je l'ai bien. Alors, du coup, sur la gauche, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais j'ai les différentes intentions qui sont proposées. Donc ici, on va bien avoir par exemple la notion d'hôtel, de restaurant, nuit, vie nocturne, ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement renseigner un certain nombre de phrases et faire du machine learning sur ces phrases-là. Donc par exemple, I want to book un hôtel. Je vais rattacher cette phrase à l'intention hôtel. Donc là, j'ai déjà fait l'entraînement. Je vais commencer à faire ce travail pour chacune des intentions avec une dizaine de phrases. Ensuite, je vais également travailler le côté entité, donc in Paris, où là, on va détecter qu'il y a bien une entité géographique. Ces entités, elles sont définies par défaut dans le système, je n'ai rien à configurer, il faut juste que je les rajoute. J'ai un certain nombre comme ça de notions d'entités préconstruites. Donc, on sait gérer les températures, les nombres, l'âge, ainsi de suite. Donc là, j'ai référencé datetime et géographie. Donc, si je tape également tomorrow, il va bien me reconnaître l'entité tomorrow. Et je vais faire mon modèle d'entraînement comme ça. Donc, je vais commencer avec une dizaine de phrases. Je vais entraîner le modèle. Et à partir de ce moment-là, le bot va pouvoir l'utiliser. Toutes les phrases après qui vont venir et qui vont être utilisées proposées par l'utilisateur va venir enrichir le modèle, puisque toutes ces phrases vont être suggérées dans l'interface et je vais pouvoir repasser dessus pour voir si le machine learning et l'entraînement que j'ai fait associent bien finalement la phrase de l'utilisateur aux différentes intentions, aux différentes entités. S'il y a un gap, eh bien, pas de problème, vous avez la possibilité de repasser finalement sur ces différentes phrases et de réentraîner le modèle pour affiner un petit peu votre modèle au fur et à mesure. Donc au final, Louis, ça va vous donner une boîte noire dans laquelle vous envoyez vos phrases et au bot, on va retourner un fichier JSON. Donc, I want to book un hôtel in Paris. Qui donne un fichier pareil structuré, avec par exemple ici, l'intention c'est bien hôtel, j'en suis sûr à 94%, et je retrouve bien une entité géographique de type Paris qui est remontée. Et donc à partir de ça, eh bien, sans rentrer trop dans le code, vous n'avez aucun problème pour pouvoir associer finalement la partie intention directement derrière à du code fonctionnel qui va aller faire une réservation sur l'hôtel en question. Je vais en rester là, je vais passer la main à Jean-Philippe. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous ces sujets-là,
je vous invite absolument à aller sur cette URL qui s'appelle aka.ms/hellobot, sur lequel vous retrouverez bien toutes les informations en question pour à la fois développer vos bots et également accéder à tout ce qui est Cognitive Services. À toi, Jean-Philippe. Alors, je vais demander si on peut switcher d'écran. En fait, hop, s'il y a quelqu'un. Les bots qui arrivent, comment dire, comme l'a dit Jean-Sébastien, en 2016, on a enfin la possibilité de développer des bots qui vont avoir une certaine intelligence. On a toutes les technologies disponibles pour faire ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et donc les bots, c'est une histoire d'amour qui est très ancienne et sur laquelle on a pu apprendre depuis des années sur des problématiques d'ergonomie, parce qu'il y a la partie technique qui est enfin possible en 2016. Les marques peuvent parler avec les différents utilisateurs en communication 1-1, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est aussi une question d'ergonomie. Et donc depuis les années 60, les informaticiens cherchent à faire des bots. Des bots au sens j'ai envie de développer un programme avec une intelligence artificielle qui va pouvoir parler, etc. Et ça a donné lieu à des films de science-fiction. Alors pour les plus jeunes qui ne reconnaissent pas l'image, c'est Wargame, où justement Joshua était un agent conversationnel qui attaquait les API du gouvernement américain pour lancer les missiles nucléaires et faire une guerre mondiale. C'est pas très joyeux comme approche, mais c'est ce genre de film qui a donné plein d'idées sur plein de sujets. Et puis, comme on l'a tout de suite vu, une problématique, c'est l'intelligence, l'accès à des API qui vont permettre d'agir sur le monde physique, mais aussi la fluidité d'expression. Typiquement, la reconnaissance vocale qui va permettre d'échanger avec un bot de manière beaucoup plus fluide, ou du texte. Mais quand vous le voyez sur les films, rapidement, on a une voix off qui va faire un retour, un feedback, on a potentiellement les mains prises. Et donc, je me suis rendu compte, en 2012, que d'une part, Microsoft fournissait de la reconnaissance vocale en natif dans Windows depuis des années. Depuis Windows 7, vous pouvez les retrouver, la possibilité de faire des commandes vocales. Et d'autre part, je me suis rendu compte que le Kinect était capable d'écouter ma voix à une dizaine de mètres. Et c'est ainsi qu'est né un petit framework qui s'appelle Sarah, dont l'objectif était justement d'interagir avec les objets et d'attaquer des API diverses, de l'IoT, du Cognitive Services, pour justement avoir une nouvelle expérience utilisateur, avoir des nouveaux usages. Alors un meilleur exemple, c'est de vous montrer une vidéo de 2 minutes d'un utilisateur en 2012 qui avait fait ça. Et bon, la Kinect est lamentablement posée sur le frigo pour l'instant. La tablette qui gère ma domotique, avec notamment l'alarme. L'alarme est maintenant activée. Désactivation de l'alarme. Sarah, éteins la cuisine, s'il te plaît. La cuisine est éteinte. Sarah est en liaison avec XBMC pour gérer la musique. Donc, il suffit de demander à un artiste. Sarah, je veux écouter AC/DC. Je m'en occupe. Ça marche bien sûr avec n'importe quel artiste de la bibliothèque. Sarah, je vais écouter Amy Winehouse. Je m'en occupe. Et vous voyez, même avec mon accent anglais lamentable, ça marche. Sarah, mets en pause la musique. Je m'en occupe. On va aller regarder la télé un petit peu. Sarah, ferme tous les stores, s'il te plaît. Tous les stores se ferment. Voilà, donc on peut tranquillement aller vers le salon. On va attendre que les stores finissent de se fermer pour le bruit. Voilà, dans quelques secondes, c'est chose faite. Sarah, remets le son. Sarah, mets iTélé. Sarah, chaîne suivante. Sarah, coupe le son. Voilà. Et si j'étais le matin, j'aurais tendance à dire « Sarah, c'est Jérôme, je pars au boulot ». Au revoir Jérôme, j'enclenche l'alarme et je t'ouvre le portail.
L'alarme est maintenant activée. Et le portail s'ouvre. Voilà, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir avec un assistant conversationnel qui va commencer à attaquer des API, interagir avec des objets. Ça, c'était possible il y a 4 ans. Vous imaginez avec les nouvelles API qui sont disponibles ce qu'on est capable de faire. Et c'est surtout beaucoup de retours utilisateurs. Typiquement, dans la communauté, les gens me disent « Ah, mes enfants pensent que Sarah est l'elfe de maison, discutent avec elle pendant des heures dans leur chambre, alors qu'en fait, c'est juste des commandes vocales. Mais il y a un imaginaire qui se construit, on est dans le conversational UI, et on a plein de choses hyper intéressantes là-dessus. De la même manière, au tout début, j'avais un camionneur qui embarquait Sarah dans son camion, parce qu'on était sur du Windows embarqué, la reconnaissance se faisait localement, et donc il était capable d'interagir avec Sarah pour piloter différents éléments de son camion. Le truc, c'est que sa femme était jalouse qu'il parte sur les routes avec Sarah. Donc une fois de plus, on est à se projeter avec un assistant qu'on va incarner, qu'on ne peut pas avoir, donc on va avoir un imaginaire qui va se construire. Et du coup, les utilisateurs sont vraiment friands de ce genre de choses. De la même manière, une grosse question quand vous fabriquez un bot, c'est le nom. Quel nom je vais donner à mon bot? De quelle manière? À quel public? Et le problématique de Sarah, c'est que c'est une voix féminine, alors on va dire encore un assistant féminin. Et la moitié de la communauté m'a demandé de renommer Sarah en Jarvis. Parce que forcément, c'est Iron Man, donc on a envie d'avoir ça. Et arrivent d'autres problématiques d'ergonomie, tout bête, c'est la voix. Dans Windows 7, vous avez uniquement une voix féminine en français. Et donc, toute la communauté s'est mise à chercher une voix masculine pour justement avoir l'expérience complète et ce genre de choses. Donc, c'est tous ces petits détails qui vont vous permettre d'avoir une bonne expérience utilisateur, comme à l'époque où les applications mobiles sont apparues, 90% ont disparu. Les chatbots apparaissent et sont vraiment utilisés maintenant dans différents domaines. Mais si l'ergonomie n'est pas bonne, ça ne suivra pas. Alors aussi, la problématique, c'est de se dire « Ah, il faudrait que je mette un visage à Sarah ». Alors c'est vraiment une question à controverse. Dans le film Her, ils ont volontairement pas voulu montrer le visage, même le nom de l'actrice, pour, enfin, on l'a su après, pour justement pas, comment dire, avoir une idée toute faite de l'agent. Et donc, je me suis amusé à brancher sur un animatronique avec le bot qui parle, mais ça donne des sentiments un peu Terminator. On se dit, mon Dieu, c'est les machines qui se lèvent. En haut à gauche, c'est un utilisateur de la communauté Sarah qui travaille dans un environnement médical et qui, comme Pepper, qui est en démonstration, a voulu faire un visage à Sarah avec des yeux pour orienter les utilisateurs. Et en bas, ce sont des gens qui se sont amusés à brancher un poisson chanteur à Alexa. Et donc le poisson s'agite dans tous les sens, justement en vocalisant ce que disait Alexa. Donc je vous ai parlé de la voix, mais en fait, quand on a un Kinect ou une caméra, on est capable de faire bien plus de choses. On parlait de Cognitive Services sur les images. Et donc, je me suis dit, et si on rajoutait la vue à Sarah? Et donc ça, c'est un exemple de ce que voit le Kinect, qui est une caméra 3D, donc à la profondeur, qui directement a le squelette. Et donc, on fait de la reconnaissance faciale pour savoir qui me parle. Si je dis Sarah, quel est mon calendrier? On sait si c'est monsieur ou madame qui va parler. Donc, on accélère en termes d'expérience utilisateur. On a la reconnaissance faciale, donc on sait qui sont les personnes. On a aussi le squelette, donc on sait ce qu'on a dans la main. Et donc la petite animation en bas, c'est moi qui m'amusais à montrer des objets à Sarah, découper ce que j'ai dans la main, l'envoyer à Cognitive Services et vocaliser ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai un paquet de gâteaux, j'ai une tasse à café, j'ai une boîte robotique, et ça permet d'imaginer les choses. Alors très franchement, actuellement, vu que c'est un dataset qui n'est pas entraîné, pour un informaticien, c'est bluffant. Mais pour du retail, c'est pas encore ça. On va y arriver, mais il faudrait apprendre un modèle bien précis d'objet. Mais c'est déjà assez impressionnant, et c'est ce que vous pouvez faire déjà avec un bot, si vous prenez en photo un produit et vous attaquez une API Google Vision ou Microsoft Cognitive Services. Alors à partir du moment où on a le squelette, on peut aussi faire des gestes, et une fois de plus, je vous encourage à toujours tester. C'est le problème qu'a eu Nest, où les détecteurs de fumée, quand ils peuvent se déclencher par des faux positifs, il suffit de faire un geste et le détecteur s'arrête. Le problème, c'est que quand il y a le feu vraiment, les gens paniquent et ils agitent les bras dans tous les sens. Tous les détecteurs sont coupés, et donc danger. Et donc Nest a dû rappeler tous ces détecteurs pour justement corriger ce problème. Donc une fois de plus, on est sur un nouveau sujet où on a des super belles technos, mais ça n'empêche pas de vouloir tester les choses. En 2016, les choses évoluent, donc on est dans le conversational UI, et on a tout un écosystème d'acteurs qui vous proposent plein de choses. On a vu ce que proposait Microsoft,
Il faut savoir que tous les GAFAM proposent un ensemble de choses, que ce soit Google, Amazon qui a annoncé récemment des choses et qui avait déjà écho, Samsung qui a racheté Vive. Tous les acteurs commencent à se lancer à la fois sur l'analyse du langage naturel, sur les clients de messagerie, sur la construction des bots, justement pour vous fournir les meilleures choses. Et du coup, vous allez pouvoir réellement, en entreprise, appliquer ces bots dans tout le cercle de vie des bots. Donc, en première phase, au moment où vous allez capturer des utilisateurs, typiquement, c'est Disney qui s'est amusé à faire un bot qui représentait les personnages de sa marque, ou les personnages d'un dessin animé. Donc vous allez discuter avec le personnage de dessin animé, et vous allez pouvoir échanger, etc. Ça va permettre de capter des utilisateurs. Au moment de l'évaluation aussi, c'est-à-dire que vous allez vouloir faire un devis, tester un produit, etc. Et là, un bot va pouvoir répondre à votre besoin, vous orienter, vous aider, vous guider. Ensuite, au moment du processus d'achat, Pizza Hut a réalisé un bot où ils se sont rendus compte qu'en fait, la commande de pizza à partir de la deuxième fois était 50% plus rapide. Parce qu'on est avec le bot qui nous connaît très très bien, donc qui sait quels sont nos goûts. Donc il va permettre de plus facilement, en 3 clics ou en 3 échanges de messages, de recommander une pizza bien comme il faut. Et puis enfin, un sujet qui revient très souvent en entreprise, c'est tout ce qui est care, c'est-à-dire j'ai un problème, j'ai besoin qu'on me trouve une solution, j'ai oublié mon mot de passe, etc. Ça engorge énormément tout le système IT, alors qu'un bot peut résoudre un grand nombre de problèmes. Il n'y a pas de magie, une fois de plus, c'est une question d'ergonomie. Dans un premier temps, il faut commencer petit, et puis par étapes, on va pouvoir construire le bot, et donc il faut tester, 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 tester. On a des cycles de vie qui sont très courts, où il faut fonctionner en agilité, construire son premier bot, tester, itérer, voir le retour des utilisateurs. On a vu en NLP qu'on peut avoir des phrases qu'on va rentrer, mais on va se rendre compte, en posant la question aux utilisateurs, qu'en fait, ils vont poser d'autres phrases. Et donc, il faut vite itérer et proposer d'autres solutions et avancer comme ça. Nous, chez Visio, on a fait le choix d'utiliser le Microsoft Bot Builder parce que la volonté de Microsoft, c'était de se connecter un petit peu à tous les services de communication. Donc, si jamais on fait du B2C, on va aller sur Facebook Messenger, on peut aller sur du Slack pour des outils internes. C'est vraiment variable. Et une volonté d'homogénéiser les choses. Tout le monde part dans toutes les directions. Et donc, l'idée, c'est d'un peu standardiser les choses. Et pour avoir une interface graphique, on s'est appuyé sur Node-RED, qui est une librairie Node.js, qui va permettre de concevoir des briques, et donc de séparer d'un côté le fonctionnel du technique pour fabriquer des flots de conversation. Ça, c'est un exemple avec un parcours marchand où on va poser une question, le message va entrer, on va faire l'analyse du langage naturel. En fonction de la demande de l'utilisateur, qui est l'achat d'une balance, on va afficher un carrousel d'images et ensuite on va alimenter son panier. Là, c'est vraiment sur l'aspect flow. Après, il faut imaginer tout ce qui est small talk, donc discussion avec le bot autour. De la même manière, on a envie aussi de profiter des images, donc on va prendre en photo son QR code, on va pouvoir l'analyser, et par exemple, si vous êtes en boutique, vous allez pouvoir voir s'il y a des allergies sur le produit, le bot va pouvoir vous conseiller. Si vous êtes en pharmacie, vous allez pouvoir voir s'il y a des produits qui sont conseillés ou pas. Donc ça va permettre d'avoir des assistants en boutique, en magasin, en mobilité, juste en prenant photo un QR code ou un produit. Enfin, là on dérive complètement, mais c'est ça la beauté d'un framework comme Node-RED, c'est qu'on peut avoir plein de briques dans tous les sens qui vont permettre d'intégrer des services cognitifs. Là typiquement, on récupère les caméras de sécurité Blink, on récupère l'image, ensuite plutôt la vidéo. Ensuite, dans la vidéo, on va la convertir en GIF animé qu'on va balancer sur une télévision. Et en parallèle, on va aller chercher justement avec Microsoft Cognitive Services l'endroit où se trouve le visage, le découper et faire une notification sur la télé. Donc on arrive à découper le flow d'échange et à ensuite inventer des usages. Et puis l'avenir, qu'est-ce que c'est? On a commencé à le voir, c'est les bots, les assistants virtuels intégrés dans la réalité virtuelle. Et donc là, vous imaginez que votre bot a une apparence, avec toujours les mêmes problèmes d'ergonomie, et tout plein d'autres services qui vont commencer à apparaître. Alors, une petite chose, c'est que chez Visio, on n'est pas éditeur de logiciels, on est là pour accompagner nos clients sur différents usages, et donc toutes les briques que vous avez vues pour s'intégrer aux différents services, on a décidé de les open sourcer, en se disant qu'on est sur un métier où ça bouge très très vite en ce moment, et donc autant capitaliser les efforts pour justement avoir rapidement la possibilité d'avoir des briques.
au-dessus de Microsoft Bot Builder et d'intégrer rapidement des expériences utilisateurs. Voilà, je vous remercie.